Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 28e épisode de l'Académie des sorciers, je suis Marjolaine. Et je suis Alix. Donc on a fait une petite pause en décembre 2021, mais on recommence donc l'année 2022 avec pas mal de projets et de sujets intéressants et captivants à explorer dans notre émission l'Académie des sorciers. Donc pour commencer l'année de manière légère mais captivante, on vous propose de faire un petit retour sur l'événement le plus nerdy qui soit dans l'univers du fandom Harry Potter et que vous devez apprécier si vous aimez ce qu'on fait dans Aspic. Donc c'est la Harry Potter conférence qui a lieu tous les ans à Chestnut Hill aux États-Unis. Donc tout comme en 2020, on avait fait aussi un petit récap de l'événement. C'était aussi possible en 2021 de suivre l'événement en ligne. Donc voilà, Marjolaine et moi on l'a suivi à petite dose et on a Oui, chouette. j'étais un petit peu occupée pendant ce week-end-là. Voilà. On avait des activités sorcières, hein, mais IRL. Oui, on peut le dire, remplir. on était aux Imaginales et on traînait avec certains de nos invités, notamment une des invitées de notre dernier épisode, donc on Oui, avait une bonne excuse. exactement. Mais du coup, on a avec nous Chouette, rédactrice de la Gazette du Sorcier, qui a suivi de manière extrêmement assidue cette conférence, qui était déjà là l'année dernière pour le compte-rendu de l'édition 2020, et donc qui va nous accompagner dans la restitution de cet événement. Donc bienvenue à toi. Merci, bonjour. Oui, et merci surtout de nous avoir enregistré beaucoup du contenu de ce que tu as suivi, qui nous a permis de rattraper tout ça et de découvrir tout ce qu'on avait raté. Donc, franchement, sans toi, on ne pourrait pas faire cet épisode. C'est ça, Donc, merci beaucoup. du coup, un petit rappel de contexte sur qu'est-ce que c'est que la Harry Potter conférence. Donc là, en 2021, c'était la 10e édition de la Harry Potter conférence à Chestnut Hill College. Et donc l'année dernière, pandémie oblige, c'était une édition complètement en ligne. Donc c'était pour ça que pour la première fois, on avait pu suivre pendant tout le week-end toutes les conférences. Et cette année, enfin 2021, c'était hybride. Donc il y avait on pouvait tout suivre en ligne à nouveau, mais il y avait certains des participants qui étaient sur place. Donc on alternait entre des conférences enregistrées et puis on suivait en direct les échanges sur place. C'est un bon format, je trouve, pour permettre au monde entier de suivre ça et aussi pour des intervenants du monde entier de participer. Ça laisse du coup plus de possibilités pour avoir des personnes en dehors des États-Unis qui interviennent et ça a été le cas. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais chouette, je ne sais pas comment ça s'est passé toi sur place, ce format hybride, mais j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché. Oui, oui. Il y a toujours les petits problèmes de téléphone qui sonnent il y avait quelques conférences qui étaient données en direct, mais honnêtement, je ne me souviens plus lesquelles, parce que, enfin, c'est dire s'il y avait une différence. Bah, surtout les échanges à la fin. L'an dernier, ils avaient proposé une séance de rattrapage pour découvrir ce qui s'était passé dans l'autre salle, puisqu'il y a Ouais. toujours ces deux salles en parallèle sur la moitié de la conférence. Mais il y a toujours 2 conférences en simultané, au minimum. Ouais, même si cette année, j'ai l'impression que c'était un peu plus light. Oui. Il y avait que sur une session ou deux, je crois, où il y Ah avait des ouais? conférences en D'accord. parallèle. Mais c'est vrai que l'année dernière, bon, peut-être que c'était le format en ligne qui a permis à beaucoup plus d'intervenants d'être disponibles. Mais il y avait même plus que deux en parallèle, je crois, hein, où des fois, Mm. t'avais vraiment énormément de présentations et du coup, c'était impossible de tout suivre. Mais Mhm. c'est souvent le cas, pour ceux qui connaissent les événements universitaires, bon, c'est le cas aussi en convention quand il y a des conférences en même temps, évidemment. Mais c'est le format un peu congrès, en fait, où tu as plusieurs salles et tu peux aller suivre les conférences dans plusieurs salles en parallèle, plus les plénières où du coup tout le monde se rassemble pour écouter une conférence. Donc, ouais.
Parce que c'est vrai que c'est un événement qui, pour nous, semble voilà, le plus gros événement pour tous les chercheurs qui travaillent sur Harry Potter, mais ils ont très très peu de moyens en fait. Donc il le faut vraiment avec les moyens du bord, et je trouve ça assez admirable ce qu'ils réussissent à faire avec très très peu de moyens, quoi. C'est chouette. Du coup, pour peut-être passer sur un avis général sur le programme de cette année, avant de rentrer sur des exemples précis, puisque Chouette nous a préparé un petit best-of des conférences qui l'ont plus marqué, et que du coup, ça nous a permis de rattraper en priorité celle-ci. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé du programme cette année. J'ai trouvé que c'était par rapport, parce que pour nous, c'est que la deuxième fois qu'on peut le suivre, puisqu'avant, il fallait être sur place pour le suivre, forcément. Mais j'ai retrouvé quand même pas mal de similitudes avec l'an passé sur les types de sujets qui sont abordés. Il y a toujours pas mal d'analyses littéraires sur des personnages, sur un certain angle, donc des conférences qui se focusent sur un personnage pour le réanalyser. Pas mal de choses sur les symboliques, ça c'est pareil, c'est des choses qui sont récurrents quand on voit un peu, enfin qu'on avait vu aussi l'année dernière, et des parallèles évidemment avec d'autres œuvres ou de références historiques. Même si la dimension historique, j'ai l'impression que l'année dernière c'était un peu plus présent. Oui. Et sinon, il y a pas mal de choses sur la réception de l'œuvre, et puis aussi sur l'usage d'Harry Potter dans l'éducation, ou des relectures contemporaines, avec quand même un aspect militant qui était très présent l'année dernière et qui me semble qui est encore assez présent cette année. Et oui, comment utiliser l'œuvre comme outil de sensibilisation. Donc c'est voilà. Après, par contre, peut-être une remarque, l'année dernière, ils avaient tenté de s'ouvrir à d'autres disciplines que les sciences humaines et sociales et littéraires et historiques, mais cette année, ça a disparu, quoi. On avait beaucoup moins d'interventions qui sortaient du monde des sciences humaines, quoi. Effectivement, l'année dernière, il y en avait quand même plusieurs. Là, bon, du coup, on a moins pu suivre. Je sais pas si, Chouette, tu... Je suis pas certaine qu'il y en ait eu moins, parce que ce qui m'a marqué l'an dernier, c'était cette présentation où il y avait certes plusieurs étudiants représentant, enfin plusieurs personnes faisant des études, désolée, enfin, dans des disciplines scientifiques, mais ils présentaient tous en même temps. Oui, c'est vrai. Donc c'est peut-être un biais aussi. Oui, on a l'impression d'en avoir vu beaucoup alors que c'était qu'un Ouais. seul, Alors que c'était un très seul bref, créneau. c'était très bref, ça donnait plein de pistes. Enfin, le but c'était de présenter ce qui pouvait être fait et la manière dont les disciplines scientifiques pouvaient s'approprier Harry Potter et travailler dessus. Mais après, c'est vrai que la personne qui a fait la conférence sur Harry Potter et la physique quantique, dont on va parler, est historienne et Oui. pas physicienne. C'est vrai que c'est... Et finalement, peut-être heureusement, parce que ça nous a permis de réussir Oui. plus ou moins à suivre. Vous serez juge à la fin sur... mais oui, c'est vrai. Mais c'était quand même, j'ai l'impression, plus resserré, quoi, au niveau des... C'était aussi plus bref. Enfin, il y avait moins de conférences. Il y en a qui ont été supprimées au dernier moment. Il y avait... Et ça durait moins longtemps que l'an dernier. Il y avait qu'un jour et demi, là où il y avait 2 jours complets. Plus enfin, beaucoup plus de conférences ou de moments où il n'y avait qu'une seule conférence plutôt que les deux salles. Ouais. Bon. Mais on avait quand même de l'embarras du choix et ça. notamment plein de pépites très inspirantes. Et donc, on a une petite sélection, n'est-ce pas? C'est ça. Donc la première conférence dont on voudrait parler, c'était une conférence de Laurie Bekoff, qui était donc déjà là l'année dernière, qui avait déjà présenté, qu'on connaît un peu puisqu'elle fait partie de MuggleNet. Oui, je sais plus, elle nous disait, c'est ça, 4e ou 5e présentation à la Harry Potter Oui. conférence. Enfin, c'est non, c'est ça une habituée. fait... C'est ça. Et donc cette fois-ci, elle faisait une conférence qui s'intitulait It's all fun and games until. Et donc le but c'était d'analyser le rôle du jeu, du loisir dans Harry Potter et en parallèle avec sa place dans les romans de chevalerie. Et notamment, enfin, parler un petit peu aussi du mythe arthurien. Et donc, l'idée, c'était que les loisirs sont présents tant dans Harry Potter que dans les romans arthuriens. Donc, dans Harry Potter, ça va prendre
la forme. Alors principalement, il y avait trois points qui étaient relevés. Donc les échecs sorciers, le Quidditch et le tournoi des trois sorciers. Et notamment qui était mis en parallèle avec les romans de chevalerie où on va avoir des tournois aussi de chevaliers. Et donc en fait ce qu'elle expliquait c'était que on retrouvait dans tous ces jeux un objectif qui n'était pas purement de distraction ou de loisir, mais que tous ces moments de jeu donnaient en réalité en fait les compétences aux personnages qui seraient utiles pour mener leur quête. Donc typiquement pour Harry, le Quidditch, c'est un jeu d'équipe qu'il apprend à travailler en équipe pour une personne qui était toujours un peu isolée et rejetée, donc c'est quelque chose qui est important. Mais le fait d'avoir son statut d'attrapeur qui est un peu la star du Quidditch, notamment parce que il met fin au match, c'est 150 points, donc c'est beaucoup plus important que ce que font les poursuiveurs, que c'est une manière de le préparer à son statut de héros, qui est un peu défini par la prophétie dont il n'a pas conscience lorsqu'il commence à jouer au Quidditch, même s'il il a un don inné pour le vol sur balai, mais que ça va le préparer à un certain nombre d'épreuves dont il va avoir besoin d'affronter, qui nécessitent une connaissance des compétences importantes en vol. Et d'ailleurs, on retrouve un peu la théorie de la construction en miroir, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve dans les tomes 1, 4 et 7. L'épreuve des clés volantes sous la trappe dans le tome 1. La première épreuve du tournoi des trois sorciers, où il utilise son balai pour affronter le Magare à pointe. Et la fuite de la salle sur demande dans le tome 7, lorsqu'il cherche à récupérer le diadème de Serre d'Aigle transformé en Horcrux. Et donc ce qui était très intéressant dans son analyse, c'est que le jeu est en fait, et le loisir, une motivation pour apprendre certaines choses, en participant. Alors, Harry n'a pas vraiment participé volontairement au tournoi des trois sorciers, mais il a le fait de se préparer à la première épreuve tournoi des trois sorciers, et de réaliser qu'il avait besoin de son balai, de son éclair de feu, ça a été une motivation pour apprendre le sortilège d'attraction. Le fait d'avoir les détraqueurs qui envahissaient le terrain de Quidditch, ça a été une motivation sur apprendre le sortilège du Patronus. Et donc c'est, le jeu qui sert de motivation et donc de moteur, en fait, pour l'intrigue, parce qu'il va développer les capacités dont il a besoin pour avancer dans sa quête, et qui est quelque chose qu'on retrouve dans les romans de chevalerie, où les tournois étaient aussi un moyen d'entraînement, de dépassement de soi, pour pouvoir mener des quêtes à bien. Donc voilà pour un peu le résumé, les points principaux, mais je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'avais déjà lu des analyses sur le rôle du Quidditch, qui est un peu au centre de la saga, qui aussi les différentes actions du match de Quidditch qui peuvent indiquer une certaine préfiguration de l'intrigue de Harry Potter. Il y a plusieurs analyses qui existent là-dessus, donc j'ai un peu retrouvé ça. Mais je trouve que le parallèle entre loisir et quête était très intéressant. Ouais, complètement. Laurie, elle est très très forte dans ses présentations, c'est toujours hyper clair et surtout avec énormément de références, donc on apprend toujours, moi j'apprends toujours plein de choses en l'écoutant. J'ai beaucoup aimé en fait au cœur de sa présentation aussi le fait que le jeu est jamais hors de son contexte, qui est toujours influencé par l'extérieur et qui sert aussi de révélateur à ce que sont les joueurs en dehors du jeu. Donc c'était un peu une analyse un peu socio-anthropologique du rôle du jeu, plus généralement dans la vie, mais du coup transcrit dans une narration. Et c'est vraiment une idée que j'ai
j'ai vraiment apprécié creuser dans sa présentation. Et du coup, j'aime bien aussi toute la petite partie qu'elle a fait sur Ron, parce que c'est une grande défenseuse de Ron. Et en fait, j'ai bien aimé la manière dont elle a fait un peu un espèce de parallèle inversé entre Ron et Gawain, donc, en référence à Gawain le chevalier vert, où en gros, c'est un peu comment on prend le jeu en fonction de s'il y a un public ou pas, en fait, et que en gros, Ron est meilleur dans les jeux qui n'ont pas de public. Donc, du coup, finalement, dans les moments les plus importants, donc là, elle prend l'exemple des échecs, évidemment, mais qui perd ses moyens quand il y a un aspect plus performatif et un peu plus... Enfin, comme au Quidditch, où du coup, il se met trop de pression parce que les autres le regardent. Et du coup, l'influence du regard du public sur comment on s'engage dans le jeu, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, en gros, pour le parallèle avec Gawain le chevalier vert, Gawain en tant que chevalier, il fait tout bien quand il y a cet aspect performatif, et puis les erreurs qu'il fait, c'est quand il pense qu'il y a personne qui prend le jeu un peu trop à la légère et qui pense que personne ne va s'en rendre compte, qui triche entre guillemets. Et Ron, c'est l'inverse, tu vois. C'est vraiment et du coup, pour elle, ça montrait à quel point Ron son implication dans le jeu, et ce qu'on voit à travers les échecs, c'est significatif de son implication plus généralement auprès de Harry. Il est là, il fait des erreurs souvent, mais dans les moments les plus importants, il est là, quoi. Donc j'ai bien aimé cette petite déclaration d'amour à Ron. Oui, tout à à travers. fait. C'est toujours bien de rappeler que Ron a ce statut de grand joueur d'échecs dès le premier tome, qu'il a de la valeur dans cette, j'allais dire cette discipline, dans ce jeu dans- qui est un jeu intellectuel, donc un côté qu'on rapporte davantage à Hermione Ouais, généralement. la stratégie, tout ça. Mais du coup, j'ai découvert, je ne savais pas qu'il y avait des exemples d'échecs magiques dans les légendes arthuriennes. Donc j'ai Oui. découvert ça, je ne savais pas. Donc c'est assez rigolo. Que du coup, un jeu d'échecs magique, c'était probablement aussi une des références de Rowling à, à la légende arthurienne. Donc c'est pas mal. Mm. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est, enfin, voilà, c'est des tout petits indices dans la narration, mais enfin voilà, ce côté très aussi très réaliste sur, enfin, l'effet psychologique de, enfin, l'impact que va avoir le jeu et la préparation Oui, mentale du jeu Mm. ouais. sur Harry, où où il est dit par exemple que il dort mieux après ses entraînements de Quidditch, qu'il épuise, mais enfin voilà, c'est de la bonne fatigue, et donc il a Ouais. et voilà, ça lui fait du bien, il fait moins de cauchemars, ça lui permet aussi de se vider la tête. Voilà, c'est vrai que c'est dans le tome 4 justement, quand bah, il fait le tournoi des trois sorciers, où il n'y a pas de compétition de Quidditch cette année-là, où du coup enfin voilà, où ça lui manque, et je trouve que ça, enfin voilà, ça fait ressortir le caractère essentiel du jeu et de la distraction pour pouvoir mener à bien sa quête. Alors même si là il est impliqué dans un autre jeu, mais enfin qui n'a rien de distrayant, on va dire, qui est le Non. tournoi des trois sorciers. Et en fait, à quel point ça te permet de prendre du recul aussi sur certaines choses. Donc, Oui, et ça Mm. entraîne, tout cet aspect compétition, ça entraîne dans l'idée de la quête d'avoir un objectif et du coup de se préparer pour cet objectif. Et ça revalorise cette idée où justement le sport, la compétition, ça aide à apprendre à aborder une épreuve, à aborder un objectif et à s'entraîner pour et à acquérir les compétences pour. Et ouais, ça c'était hyper intéressant parce que mm, de voir, et du coup d'avoir ce parallèle avec évidemment les tournois, etc. Et puis j'avais bien aimé aussi le fait que, bon, ça c'était plus évident, mais que les joutes, c'est dangereux dans la vraie vie aussi. mhm, Et le tournoi des sorciers, c'est dangereux, mais ça fait partie du jeu d'avoir cet aspect danger, en fait. oui, Et ça, c'est, on a tendance voilà, à pas ridiculiser, mais à prendre à la rigolade le fait que dans le monde des sorciers, que ce soit le Quidditch, le tournoi des trois sorciers et tout, c'est hyper dangereux et c'est un peu un signe de la société magique, ce rapport au danger qui est qui est pas mal pris à la légère parce que tout peut être
enfin rien n'a trop enfin quand on se casse le bras, on peut le réparer, mais ça fait partie du jeu dans la vraie vie. Bon, on parle de tournois, enfin elle parlait de joutes, etc. Prendre des risques en faisant la joute, ça faisait partie du jeu aussi, mais on le retrouve dans... Moi, forcément, je fais le parallèle avec d'autres sports d'aujourd'hui, quoi. Que ce soit, je sais pas, il y a plein de sports où on prend beaucoup de risques. Enfin, on sait qu'il y a un danger. Sport collectif, évidemment, je pense au rugby, mais il y a plein d'autres sports où on sait que... Enfin, ça fait partie du jeu de savoir qu'on se met en danger, quoi. Oui, puis je pense que c'est aussi une vision très récente enfin voilà, du loisir qui n'est pas forcément dangereux, mais quand on repense, je sais pas, au jeu du cirque, à l'époque romaine ou ce genre de choses aussi. Enfin, il y avait une prise de risque. Enfin, les combats de gladiateurs, les choses comme ça, c'était. Après, c'était pas un loisir pour ceux qui pratiquaient, c'était Oui. plus un loisir pour ceux qui regardaient. Oui, enfin, il y en avait quand même. Il y en a où il y avait des gladiateurs professionnels. C'est ça. Il y avait des prisonniers, mais il y avait aussi dans les gladiateurs, il y avait des pros. C'était pas. Il y en a, c'était pour qui c'était une carrière, si je dis pas de bêtises. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas, enfin, genre, le commun des citoyens n'allait pas se dire ah tiens, je vais faire de la gladiature en loisir, quoi. Non, mais ça reste, enfin, ouais, je trouve qu'il y a quand même un peu cette idée, mais de la même manière, enfin, que les tournois de chevalerie, c'était aussi, enfin, les chevaliers qui participaient et tout le monde n'était pas chevalier. Oui, c'est vrai. Oui. Donc pour moi, c'est plus de ça que ça se rapproche aussi. C'est que, enfin voilà, ça restait se mettre dans des situations dangereuses. Ouais, c'est vrai. Enfin bref, on va peut-être passer à la prochaine pour pas que ça dure trop longtemps. Mais bon, on adore toujours les présentations de Laurie, donc on a hâte de voir ce qu'elle va nous préparer pour l'année prochaine. Oui. Alors, dans les autres présentations qu'on avait qui nous ont beaucoup marqué, enfin moi qui m'a particulièrement marqué, c'est une conférence alors je suis pas sûre de la prononciation de son nom, Wava Dukmak, qui était sur le traitement des éléments culturels en traduction de littérature jeunesse et donc, le cas de Harry Potter en arabe. Donc il faisait sa conférence depuis l'université de Damas en Syrie. Donc voilà, on parlait de le format en ligne qui permettait de faire intervenir des personnes de l'extérieur, enfin voilà, des États-Unis. Bah, ça c'est une intervention que on n'aurait sans doute pas pu avoir si c'était uniquement réservé aux personnes qui pouvaient être là en personne. Ouais. Mais c'est précieux, hein, parce que de se dire qu'on a une chercheuse de l'université de Damas qui peut faire une présentation sur Harry Potter dans un événement aux États-Unis, c'est quand même... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que rien que pour ça, c'était hyper précieux comme moment, quoi. C'est ça. Surtout vu la qualité de la présentation. C'est ça. C'est clair. Donc son idée, c'était elle cherche sur la traduction et donc elle s'est concentrée, donc elle a étudié les choix de traduction sur alors notamment 3 tomes de Harry Potter, donc le tome 1, 4 et 6. Et donc elle s'est intéressée sur la façon dont les éléments culturels étaient traduits, parce que en traduction on va en général on s'intéresse donc à la partie culturelle et voilà la partie créative ou plus sur les glissements grammaticaux, etc. Donc elle a expliqué les différents types de méthodes qui étaient à la disposition des traducteurs, donc la traduction purement littérale ou la traduction directe, on va dire, fonctionne très bien dans la langue cible, donc l'arabe, par rapport à la langue source, l'anglais. Les cas où les références sont étoffées, donc avec l'ajout d'une petite explication juxtaposée pour redonner un peu plus de contexte au lecteur qui ne pourrait peut-être pas comprendre la référence sans l'adaptation complète, donc transformer une référence culturelle purement britannique en une référence arabophone, ou la suppression d'une référence complète parce que ça ne fonctionne pas, ou
pour d'autres raisons. Donc on va en parler. Dans les petites adaptations, voilà, les adaptations culturelles qu'on a vues qui étaient intéressantes, de manière assez anecdotique, on a par exemple à Poudlard lors des banquets, les élèves mangent souvent de la tarte à la mélasse, donc treacle tart en anglais, qui est un des desserts préférés de Harry. Et les traducteurs ont jugé que la référence ne serait pas comprise par des lecteurs, et donc ce dessert a été remplacé par un dessert typique du Maghreb, pour que les jeunes lecteurs puissent mieux comprendre de quoi il était question. Comme l'ont fait remarquer certaines personnes après la conférence dans les échanges qui ont suivi, c'est le genre d'adaptation qui à la fois rend le texte plus compréhensible par des gens lecteurs arabophones qui vont tout de suite savoir de quoi il s'agit comme dessert, mais en même temps qui va créer un décalage, parce que alors il y a deux choses. Il y a une perte linguistique, puisqu'on perd l'allitération trickle tart, mais alors c'est purement personnel. Je trouve que en l'occurrence c'est pas un choix musical, voilà, de la sonorité de la langue qui est extrêmement important, parce que c'est juste le plat qui s'appelle comme ça, et c'est pas ça le but premier de sa présence dans le texte. C'est vraiment d'avoir des plats typiquement britanniques, mais le fait de transposer avec un autre plat, ça crée un décalage en fait dans le récit qui se déroule toujours au Royaume-Uni, en Écosse, avec des étudiants qui sont britanniques, qui mangent majoritairement des plats britanniques, mais du coup, où tout à coup, il y a un élément étranger qui va venir, alors étranger par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de manger, ouais. Mais donc là où tout à coup, pour les lecteurs, ils mangent quelque chose de chez eux avec lequel eux sont familiers. Oui, c'est comme si nous, on lisait un roman qui se passait en Syrie, et que tout d'un coup, les personnages se mettent à manger une bouillabaisse. C'est ça. Et que je pensais à cet exemple justement, je me demande comment ils mangent. Et surtout que ça vient de manière complètement déconnectée du reste, dans le sens où tout le reste du repas est décrit comme, c'est des repas typiquement britanniques. Et là, tout à coup, on a un élément différent. Mais ce qui était, ce sur quoi elle s'est concentrée et qui était assez passionnant, c'est la façon dont certains éléments ont été supprimés ou modifiés pour des raisons culturelles et religieuses, et notamment idéologiques, et donc notamment dans les produits alimentaires. Donc ce qui peut paraître assez anecdotique dans Harry Potter, parce que c'est pas un roman qui parle dont le but, le sujet premier est la nourriture. Mais... Même si pendant la conférence, il y a eu une présentation exclusivement sur le rôle de la nourriture. Ah oui, non, mais je dis pas que ça, mais ce n'est pas le sujet premier. Et donc, par exemple, il y a beaucoup de produits, de plats à base de porc. Il parle de saucisses, de bacon, etc. Tout ça a été supprimé, a été remplacé par juste la mention souvent de viande, parce que comme l'islam interdit la consommation de porc, il n'est pas acceptable dans un roman qui dépeint des personnes qui sont des héros, des jeunes enfants. Oui, surtout le fait que ce soit la littérature destinée à la jeunesse. C'est à la fois destiné à la jeunesse, mais en plus les personnages sont des enfants, et donc qui consomment du porc comme si c'était quelque chose de normal. Donc ça, par exemple, ça a été remplacé dans toutes les scènes, notamment de repas au quotidien à Poudlard. Mais c'est aussi le cas de l'alcool, pareil, qui ne doit pas être consommé la plupart des cas. Donc Alors, elle a pas dit, d'ailleurs, c'est ça que j'aurais bien aimé, c'est comment ils avaient adapté la bière au beurre.
Oui, et justement, pendant que tu parlais, ça me fait penser tous les débats qu'on a en fait sur la bière au beurre, parce que je sais que c'est des questions qu'on a souvent eues, nous, en tant que fans, voilà, sur est-ce que la bière au beurre est alcoolisée ou pas, et si c'est le cas, pour nous, même pour les Anglais, j'imagine, c'est étrange de se dire que la bière au beurre est bue par des enfants sans problème si c'est alcoolisé. Bah, on Et sait. donc là, ça me fait penser à... Et l'espèce d'opposition avec le whisky Ouais. coupeux Pour moi, aussi. c'est forcément au moins un tout petit peu alcoolisé, puisque Oui, Winky ça fait de l'effet, ouais. peut être Oui, c'est vrai. Sous saoul, avec... oui, voilà, ouais, ouais. avec la bière au beurre. Mais du coup, enfin voilà, une concentration vraiment très très faible, mais bon, quand même. Donc, mais elle a pas abordé ce point-là, mais il y a eu plusieurs mentions de vin, que ce soit à Elle table. s'interroge aussi Oui, sur la scène entre Hagrid et Slughorn, parce que c'est parce que Harry remplit oui. les bouteilles que Oui, Slughorn elle n'a pas finit parlé de cette par scène, donner c'est le vrai. Mm. souvenir. Mais ce que j'ai trouvé pas mal sur cette idée de l'alcool, bon, on va reparler d'Hagrid en particulier, mais c'est qu'ils ont gardé l'alcool dans certains... Ils ont amplifié l'alcool dans certains Oui. cadres quand ça correspondait à dresser le portrait de méchants et parler des mange-morts à la coupe de feu enfin voilà, qui font leur petit show après la Coupe du Monde de Quidditch. Et en VO, c'est juste, ouais, ils ont bu quelques verres de trop. Et là, et dans la version arabe, c'est transcrit genre ils sont complètement torchés, quoi. Donc pour C'est montrer, ça. genre, vous voyez, là, ils sont ivres et c'est pour ça qu'ils sont méchants. Et tout. C'est Alors qu'en VO, c'est pas du tout le sous-texte. C'est plutôt avoir bu quelques verres, ça révèle leur penchant mange-mort, mais c'est pas oui, parce qu'ils sont et ivres qu'ils sont méchants, quoi. c'est ça, c'est qu'en fait, enfin, c'est pas ça qui a provoqué Mhm. l'accident. Enfin, non, c'est pas vraiment un accident, mais du coup, enfin voilà, c'est vrai que toutes les références du vin, du professeur Trelawney aussi qui est décrit en train de boire du Xérès, pareil, il dit que ça a été effacé. Et avec ça, donc effectivement, le personnage de Hagrid, qui est souvent décrit comme étant un peu rouge après avoir bu, bah, tout ça, ça a été retiré. Parce que Hagrid est un personnage qui est positif et donc qui ne doit pas être associé au fait qu'il puisse être ivre. Et D'autant plus en tant que figure c'est ça, d'autant paternelle, plus en tant que d'ailleurs. figure paternelle. Et parmi les autres références qui ont été supprimées aussi et que je trouve intéressantes, c'est toutes les références à la sexualité, mais enfin, et même dire à la proximité Physique. homme-femme, Mhm. voilà, où on a notamment une scène dans la coupe de feu où Hagrid, donc, qui est décrit comme ayant un peu trop bu, embrasse le professeur McGonagall sur la joue. Et donc ça a été supprimé parce que c'est pas convenable idéologiquement et donc c'est quelque chose qui est renvoyé dans un contexte culturel un message différent que auprès d'un public britannique. Et donc c'est vrai que enfin, moi je trouve ça très intéressant. Enfin, ça touche à la sociolinguistique de la traduction, qui est un sujet qui me passionne. C'est comment on reçoit une œuvre en fonction de comment on est dans quelle traduction on a eu de cette œuvre et l'adaptation qui a été faite. Et donc à quel point ça peut faire évoluer les perspectives qu'on a et le regard qu'on a sur une même œuvre. Et donc c'est quelque chose qui a été un petit peu évoqué à la fin. Comme Euh, piste, ouais, c'est vrai qu'elle a été interrogée sur ça, sur comment... Parce que autre chose qu'on n'a pas précisé, c'est que là, tous ces exemples, d'ailleurs, vous avez pu vous en rendre compte, ils sont pas mal concentrés sur la coupe de feu, parce que il y a eu des traducteurs différents pour notamment les trois exemples qu'elle a donnés, le premier, le quatrième et le sixième. C'est trois traducteurs différents qui ont travaillé sur ces tomes. Et les trois traducteurs différents ont vraiment eu une attitude différente par rapport à ces choix de traduction et d'adaptation culturelle. Et le plus extrême, c'était... Enfin, extrême, le plus... qu'elle a clairement présenté comme dommageable aussi, hein, parce qu'on perd beaucoup de choses, c'est par rapport au quatrième, où il y a eu vraiment des gros changements dans le texte, alors que dans le sixième, c'est pour ça qu'à mon avis, elle ne l'a pas mentionné, mais la manière dont ça le présentait, elle disait que le sixième était le plus respectueux de la
il était le plus littéral dans la traduction, enfin en tout cas en faisant vraiment un travail de moins altérer le texte possible. Donc j'imagine que peut-être qu'on a quand même une scène où, enfin la scène dont tu parlais avec Slughorn et Hagrid, peut-être qu'elle a été gardée telle quelle, parce que de toute façon je vois pas trop comment ils auraient pu changer. Mais voilà, le fait qu'elle montrait, et du coup la question c'était, ces choix différents, est-ce que ça a influencé la réception pour un public arabophone de ces différents tomes, et elle disait que c'était une piste qu'elle aimerait bien suivre, qu'elle n'a pas encore pu étudier, mais qui serait effectivement hyper intéressante de voir comment du coup, ça a influencé ces choix-là, comment ça a influencé la réception. Et en plus, par rapport au personnage d'Hagrid, elle disait que finalement les films ont corrigé peut-être un peu l'image déformée que les lecteurs avaient peut-être pu avoir dans les livres avec la traduction arabe, puisque au final, en ayant accès aux films et en voyant le Hagrid des films, et ben là, pour le coup, ils ont une version d'Hagrid plus proche du texte, finalement. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, c'est que du coup, le décalage inévitable, en fait, qui se crée entre la réception du personnage à l'écran Ouais. et dans le roman. Donc ça donne envie de creuser le sujet. Grave. C'est... D'autant plus intéressant qu'on a tendance à beaucoup reprocher les infidélités des films par rapport aux livres. Ouais. Oui. Donc ça met en perspective le décalage qu'il peut y avoir au niveau de la traduction. Ouais, c'est clair. Sur les exemples spécifiques, je me demande si c'est pas mentionné dans sa thèse, qui est en ligne. J'irai lire ça. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu fais remarquer, parce que effectivement, on pointe souvent du doigt le fait qu'il manque des choses dans les films, mais c'est vrai que on a toujours comme référent en général ou la version originale, donc en anglais, ou pour nous la version française, qui est très proche et très respectueuse du texte. Il y a eu des adaptations culturelles, il y a eu des petites modifications, mais ça reste très anecdotique, et tellement anecdotique en fait que c'est des choses qu'on voit pas dans les films, et donc ça crée pas ce décalage là, qui peut se retrouver dans d'autres cultures où qui avait d'emblée il y a une différence culturelle beaucoup plus forte, beaucoup plus importante avec le Royaume-Uni, et où donc la traduction devait faire plus de pont entre la culture de la langue cible et de la langue source, et donc ça crée tous ces dégalages, et finalement le film, j'ai réfléchi en même temps que je parle, mais du coup je trouve ça très intéressant en fait, comme même s'il y a le sous-titrage ou le doublage, où en fait c'est la seule version où n'importe quelle femme dans le monde entier aura la même version. Ouais. Alors que le livre, chacun aura sa traduction avec les interprétations différentes d'un traducteur et un filtre culturel et social qui sera différent. Ça dépend, parce qu'il faut quand même avoir accès à la version originale. Je sais qu'il y a eu beaucoup de cas de censure au niveau des animés japonais, par exemple. Oui. Ouais, c'est vrai que je sais pas si les versions... J'ai pas entendu parler de versions censurées de Harry Potter à l'international, mais c'est vrai que c'est carrément envisageable. Hein, Oui, bien sûr. Mais t'as raison que sur le cœur, c'est une version de l'histoire plus mondialement partagée à l'identique que les livres. C'est vrai, j'y avais jamais pensé, mais t'as raison. Ouais. Oui, non, bien sûr, et je pense que, je sais pas dans quelle mesure, on sait que nous en France on a une forte culture du doublage, mais potentiellement il y a d'autres pays qui ont fait aussi, qui ont peut-être privilégié le doublage, puis pour les films, les films pour enfants, en général on va privilégier le doublage au sous-titrage, donc forcément il y a aussi ce filtre là qui se crée, mais ça reste, là en tout cas l'image est la même, et ça joue énormément, je pense. Ouais, non, c'est clair, c'est hyper intéressant. Oui, c'est sûr que tu peux pas modifier
la bouteille d'alcool ou Oui, c'est ça, tu peux le pas... plat. Ou Oui, alors t'as rajouté j'avais des pas petites compris. mentions dans le doublage, tu sais, ce que je bois est du jus de citrouille, je précise. Ce serait drôle, tu sais, un doublage complètement décalé qui marche pas du Mhm. tout et qui... Ce serait Bah, drôle. c'est là où le film, où du coup, mon, mon exemple de censure fonctionne pas. Mm. Parce que forcément, si c'est filmé, on peut pas remplacer aisément par. D'autant plus à l'époque où les films sont sortis, un élément par un Mm. autre. Ouais, mais ouais, en tout cas, sujet très intéressant et qui, forcément, quand on a une traductrice professionnelle dans l'équipe, Oui. c'était évidemment un sujet qu'il fallait qu'on mette en lumière, mais indépendamment de ça, même quand on n'y connaît pas grand-chose en traduction, c'était assez fascinant. Mm. On peut peut-être passer à un autre sujet qui n'a rien à voir, qui est en rapport avec des sujets qu'on a... Bah, la traduction, on l'a déjà traité dans un épisode d'Aspic. Cet autre sujet aussi, puisque c'est en lien avec le droit. Chouette, tu peux nous parler de cette présentation autour de la problématique absence d'avocats dans le monde, dans le monde sorcier. Alors, bah, déjà, juste dire que le format de la présentation était très intéressant. Il y a eu plusieurs présentations, il me semble qu'il n'y en avait pas eu l'an dernier, sous la forme de dialogue entre deux personnes, dont celle-ci. C'était vraiment bien aussi parce que il y a eu tout un propos introductif pour bien nous donner les éléments fondamentaux pour comprendre la présentation, en tant que, enfin, pour que les personnes suivant la conférence qui n'ont pas de notion en droit, et d'autant plus pour nous étrangers qui n'avons encore moins de fonds de connaissances en fondamental en droit américain et britannique. C'était Peter Amuse qui en parlait et qui est notamment revenu sur l'histoire du droit à un avocat ou à une aide juridictionnelle, enfin, du droit à avoir des conseils pour établir sa défense dans le droit anglais et américain. Il abordait les scènes de procès dans Harry Potter sous un angle américain parce que le droit américain est très proche du droit britannique. Et l'élément que j'ai trouvé très intéressant dans cette partie historique, c'était le fait de dire que ce droit a été établi très tardivement, d'autant plus dans le cadre des procès, de la justice pénale, et que cette date est assez proche de la date d'instauration du secret magique. Mm. Ce qui fait qu'en fait, on pourrait avoir une explication au fait que ce droit n'est visiblement pas présent dans le monde magique britannique. On pourrait expliquer ça par le fait que le droit, ce droit dans la société moldue n'a été établi qu'après l'instauration du secret magique. Toujours la question des deux évolutions en parallèle, mais qui sont d'autant plus imperméables à partir du moment où il n'y a plus de contact Ouais. entre les deux sociétés. On retrouve encore cette idée que les noms ont du pouvoir, puisque le point de départ de la présentation, c'est que Dumbledore est invité à comparaître au procès de Harry comme témoin de la défense, et non comme avocat ou comme aide juridictionnelle, conseiller juridique, etc. Mm. Même si en pratique, il endosse ce rôle. Ouais. Et on voit que ça fait toute la différence. Voilà. Harry qui crie son innocence, qui est extrêmement frustré et dans l'incompréhension face aux attaques du Mago, et Dumbledore qui calmement rappelle que ils ont le droit de faire appel à un témoin, et qui ramène Mrs. Fig dans la salle d'audience. Oui, et j'ai beaucoup aimé la manière dont en fait il analysait cette scène pour en fait souligner à quel point c'est indispensable d'avoir un conseil juridique quand on est en position d'accusé,
parce que même si on a les bons arguments, on est incapable, quand on est accusé à la barre, de les présenter de la bonne manière, en fait. Et que avoir cette tierce personne qui est de son côté pour parler le langage, en fait, du jury, ou parler le langage des juges, c'est juste indispensable. Et c'est vrai que c'était vraiment intéressant la manière dont c'était analysé, quoi. D'autant plus avec l'interaction avec Mrs. Bones. Ouais. Si je me trompe pas, la règle c'est que, d'ailleurs, Harry a absolument pas pensé à Mrs. Figgs, qui pourtant, dont pourtant il connaît la présence. Oui, il savait qu'elle était là. Ouais, de penser à la solliciter comme argument irréfutable. Il y avait besoin de Dumbledore pour y penser. Et c'est normal, c'est pas parce que Harry, bon, faut le mettre en contexte, Harry c'est un ado à ce moment-là, mais même n'importe qui se retrouvait sous ce stress, évidemment qu'on n'a pas la présence d'esprit de penser à ce genre de choses. Après, à la décharge du ministère et du système de justice, les deux conférenciers soulignaient le fait que, pour le coup, ils envoient un hibou dès qu'il y a une modification. Vous êtes renvoyé de l'école Poudlard. Ah non, Eratum, en fait, vous allez avoir une audience disciplinaire. Mais on constate quand même que Dumbledore n'est pas averti du changement de lieu, ce qui est aussi problématique. Il me semble que ça n'a pas... Et puis, bon, après, c'est encore un sujet légèrement différent, mais il y a aussi ce côté... le fait que le code du secret magique, ça montre bien en fait à quel point le code du secret magique supplante toute autre réglementation dans le monde magique, parce que voilà, l'exclusion de Poudlard, c'est quelque chose qui relève de l'école, de Dumbledore, et là Oui. c'est le ministère qui s'en mêle. Bon, c'est aussi dans une phase où voilà, justement, le ministère se mêle un peu de tout. voilà, non, puis voilà, essaye d'avancer ses pions à Poudlard, a pas confiance en Dumbledore, etc. Et essaye de discréditer Harry. Donc voilà, il y a vraiment tout ce processus qui est en place, mais ça montre aussi voilà les extrémités auxquelles ils sont capables dans le but de protéger avec des gros guillemets la communauté sorcière de manière générale des Moldus, Ouais. où ça devient la règle la plus importante. Oui, au point que du coup, ça n'a pas été précisé dans la présentation, il me semble pas. Mais un des trucs les plus choquants peut-être aussi dans ce procès et dans d'autres, mais dans celui-là en particulier, et celui aussi de Marie Cattermole plus tard, mais il n'y a pas du tout de séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Oui. Le fait que ce soit le ministre qui soit à la tête du Mojen Mago qui sert de jury et de juge pour les procès, c'est pas normal. Non, dans toute une manière, démocratie, c'est pas l'impartialité, censé se passer comme ça. ça, y a pas de séparation des pouvoirs. Et bon, après, c'est vrai qu'il y a toujours un peu voilà, la communauté sorcière est tellement réduite. Est-ce qu'il y aurait assez de postes pour tout le monde? Mais quand même, voilà, typiquement des personnes comme Amelia Bones, par exemple, qui travaille au ministère, mais dans le département de la justice magique, qui ne connaît pas Harry, semble plus à même de travailler sur ce dossier que Cornelius Fudge, qui est ministre, et qui a un biais vis-à-vis de Harry, vis-à-vis de Dumbledore, voilà. De sa politique. Il n'y a aucune garantie de l'impartialité des juges. Oui. Puis on se demande aussi comment Fudge trouve le temps d'aller assister à ce qui est censé quand même être une audience disciplinaire scolaire. Et je trouve qu'il y a un côté aussi un peu... il y avait eu le cas, je sais plus à combien, ça fait quelques années déjà, mais où quand Barack Obama avait été appelé pour remplir son jury duty aux États-Unis. Donc, parce que aux États-Unis, n'importe quel citoyen peut être appelé très facilement pour faire partie d'une cour de justice. Je sais pas si c'est le bon terme.
parce que il y a toujours un jury, alors qu'en France, c'est que dans des cas de meurtre, si je dis pas de bêtises. Et donc le côté, enfin, le débat qu'il y avait eu, c'est est-ce que les personnes à côté de lui dans un jury vont réellement réussir à se faire leur propre opinion, ou face à Obama, bah en fait tu vas juste suivre son avis. Et pour moi c'est un peu le même problème avec Fudge, c'est là t'es face à un ministre. Est-ce que les autres personnes qui siègent lors de l'audience et qui doivent donner leur avis, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à exprimer leur opinion, ou est-ce que parce que c'est leur supérieur, enfin leur employeur qui va donner son avis, est-ce qu'ils vont vraiment se sentir légitimes à exprimer ce qu'ils pensent de ce cas précis? À quoi ils avaient conclu pour Obama? Il avait siégé J'avoue finalement que je ne sais plus comment ça s'était terminé, donc je préfère ne pas dire de bêtises. Mais je sais que ça avait fait débat à l'époque. J'irai faire mes petites recherches en fin d'enregistrement. Mais c'est vrai qu'il donnait un autre exemple dans la présentation de problématique de qui on met à la tête d'un procès avec Crompton qui se retrouve à diriger le procès de son fils. Bon, le fait est que il le fait condamner, donc ça n'a a priori pas eu d'influence, mais il disait que jamais de la vie on mettrait un père en tant que président en juge de son fils, c'est pas possible, quoi. Ça ne devrait pas arriver. Donc, ça choque même Harry dans le livre. Ah oui, bah, a raison. Pas forcément pour la raison précise de l'impartialité du juge, mais pour le fait que... pour le traitement réservé par un père à son fils, au niveau personnel, c'est extrêmement violent aussi. Bah oui, et puis ça montre à quel point c'est anormal. Peut-être que Harry est choqué du fait que Crompton accepte de s'occuper de ce procès alors que c'est son fils qui est accusé. Enfin, je sais pas, ça en dit beaucoup sur la psychologie de Crompton, mais bon, mais c'est vrai que personne n'aurait dû accepter, n'aurait dû le laisser à cette place, quoi. Mais ouais. Mais non, moi j'ai trouvé cette présentation hyper intéressante sur tout ce que ça pose, parce que c'est des sujets qu'on aborde pas mal dans Aspic sous différents angles, mais de vraiment le côté assez problématique du fonctionnement du monde magique. Et tu as raison, Alix, de rappeler que c'est en lien avec ce secret magique qui influence la manière d'organiser le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, d'organiser vraiment plein de choses, et qui est vraiment, de notre point de vue, démocratique, etc., qui a des gros problèmes. Et j'ai retenu un peu une citation qui a été faite un peu en conclusion. Il disait qu'un monde sans avocat est un monde où les droits fondamentaux ne peuvent pas être respectés. Et je pense que c'était une bonne démonstration que dans le monde magique, effectivement, il y a plein de droits fondamentaux qui ne sont pas respectés. Et que ça donne un peu une vision des valeurs... de ce que représente l'avocat au niveau des valeurs humaines que doit défendre la société au-delà du procès, et que c'est une expression il disait que ça montrait en fait la défense de la valeur d'égalité face à la justice et de la valeur de vérité, et que c'est des choses qui sont pas défendues a priori, en tout cas que si le monde magique britannique voulait défendre, il s'y prend très très mal, quoi. Et juste ils ont ouvert comme ça sur une possibilité d'analyser un peu plus en profondeur la comparaison entre la manière dont ça fonctionne et la manière dont fonctionnait le gouvernement de Vichy, et que ça pouvait être une bonne idée de présentation pour l'an prochain. Donc je dis oui, on veut des historiens qui nous analysent en profondeur les parallèles entre le gouvernement de Vichy et la manière dont fonctionne le système judiciaire britannique pendant Harry Potter. C'est intéressant. Et il y a un truc aussi qui m'a marqué dans cette conférence, c'est le cas du jugement de Crompton. C'est que il est jugé en même temps que les Lestrange, qui eux plaident coupables, revendiquent vraiment leur culpabilité et sont fiers de ce qu'ils ont fait. Là où Crompton, lui, martèle son innocence. Et que du coup, d'un point de vue juridique, c'est un peu
une énormité de les juger Oui. ensemble sans alors qu'ils plaident pas la même chose, Ouais. sans vraiment prendre en compte en fait les différences qui existent entre les différents accusés, voilà, qui sont où il y a vraiment ce jugement uniforme qui se fait sans différencier les implications vraiment des uns et des autres et la façon dont chacun se positionne par rapport à ses actes et où du coup en fait bah, ça biaise forcément le jugement que tu as parce que enfin la façon dont tu vas percevoir un des accusés si tout le monde est jugé en même temps ça risque d'avoir des répercussions sur la façon dont tu perçois les Mm, autres. mm. Ah, c'est... Ouais, mais enfin, en fait, ils ont passé en revue tous les exemples de procès qu'il y a dans la saga pour montrer dans tous qu'est-ce qu'il y avait de problématique. Et bon, on n'a pas mentionné Sirius, mais bon, évidemment, Sirius Mm. Black, bah, il a même pas le droit à un procès, voilà, donc ça règle le problème. mais, mais ouais, non, il montrait que, en démontrant vraiment que dans même le meilleur des cas, quand il y a Dumbledore qui prend ce rôle d'avocat qui n'existe pas, mais qui le prend quand même, il y a quand même plein de choses problématiques, quoi. Donc, c'est... Ouais. Non, mais bon, Karkaroff qui négocie remise de peine, oui. Verpet qui est amnistié parce que c'est quand même un grand... Alors qu'il fait toutes les erreurs possibles. Ah oui, C'est l'exemple de aussi un Verpès, grand c'était exemple. intéressant de montrer Oui. à quel point, bah, au Ouais. final, ce qui est jugé, c'est pas ce qu'il dit, mais son statut de star de Quidditch. Mais ça, au final, même s'il disait que c'était, voilà, c'est problématique, c'était sous-entendu que c'est quelque chose que la justice doit prendre en compte, mais qui arrive, quoi, dans la vraie vie aussi, de cette influence du statut de la personne, mais qui devrait pas arriver, mais c'est une dérive de la justice qui était intéressante, ouais, à pointer. Oui, sur le fait, enfin, c'est un peu le, bah, ce qui est beaucoup dénoncé ces dernières années, voilà, l'impunité des hommes célèbres, Mhm. euh, Oui. sur, enfin voilà, sur le fait qu'on va pardonner plus facilement des personnes qui se sont illustrées pour certaines choses, alors que ça n'a rien à voir C'est avec la vrai. choucroute. Euh, Ouais. Mais ouais, mais je pense que c'est un sujet qu'on va retrouver dans de prochains épisodes parce que la justice, on n'a pas fini d'en parler. Quelque chose qui pourrait être intéressant, ce serait de voir, faire une comparaison. Je veux dire, c'est d'actualité, on a les procès des attentats qui sont toujours en cours. Ça pourrait être intéressant de... Je sais pas si ça a été fait, mais un juriste qui comparerait euh, le déroulé de ces procès Ouais. avec les procès des mange-morts. Bah dans l'ouvrage dont on a parlé dans certains de nos épisodes de Harry Potter et le droit, on a des articles qui parlent justement de la comparaison de justement de l'idée du terrorisme parce qu'il y a cette thématique du terrorisme est très présente dans Harry Potter et donc du coup la manière dont on le traite et justement on a parlé de ce secret magique et ça c'est aussi un truc qui a été exploré dans les articles, c'est l'idée de l'état d'urgence et du fait que du coup le monde magique, et ça c'était dit dans la conférence, marche comme s'ils étaient dans un état d'urgence permanent vis-à-vis du secret magique, vis-à-vis du monde moldu, et que du coup cet état d'urgence justifie un régime d'exception qui bafoue certains droits fondamentaux, mais que ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans cet état d'urgence permanent que c'est devenu la norme, alors que ça ne devrait pas être une norme. Et ça, il y a des parallèles avec le monde actuel, que ce soit en France ou ailleurs, qui est assez, voilà, assez intéressant à Ouais. explorer. oui. Mais on va passer à un autre sujet plus métaphysique. Je ne sais pas si on peut dire pas forcément métaphysique, mais plus spirituel. Puisqu'il y a eu une autre présentation qui nous a beaucoup plu par Laurie Kim, une autre habituée de la Harry Potter conférence et quelqu'un que j'apprécie personnellement beaucoup et qui fait toujours des présentations très très intéressantes et j'invite les anglophones à aller voir son blog. Elle a des articles assez passionnants et là elle nous a fait une présentation qui s'intitulait autour de l'alchimie accidentelle de Voldemort, enfin Voldemort en tant qu'alchimiste accidentel, autour de l'or et de la mortalité, et donc une analyse de personnages
sur Voldemort et à travers son lien à Harry et la création accidentelle de l'Horcrux, entre guillemets, qui est Harry, et ses implications. Et je sais que Chouette et moi, on a eu on a retenu des choses différentes de cette conférence. Donc Chouette, je te laisse commencer. Peut-être juste préciser que c'était que la conférence porte essentiellement sur la relation entre Voldemort et Harry et sur ce que ça signifie d'être l'Horcrux de quelqu'un. Alors, moi, la première chose qui m'a marquée, c'est l'explication de la première destruction de Voldemort par l'expérience d'empathie. Donc, un rapprochement de la première méthode de destruction d'un Horcrux par son créateur, qui est le fait d'éprouver des remords. Donc, le fait de Voldemort marque Harry comme son égal, dit la prophétie. Et en fait, cette idée que Voldemort aurait un égal le conduit à chercher, ce que dit Dumbledore à Harry, à choisir l'enfant avec lequel il s'identifie le plus, c'est-à-dire le sang mêlé. Et donc l'idée c'est que une fois, quand Voldemort lance le sortilège de mort sur Harry, il ressent les émotions de l'enfant. Donc c'est une expérience inédite d'identification pour Voldemort qui donne lieu à un moment d'empathie insupportable qui le détruit du fait de la puissance des émotions. Oh, mais ce moment, il m'a donné des frissons, quoi. Il y a juste Ouais, l'idée c'est que la faiblesse incroyable. qu'à la fois l'humanité et la faiblesse de Voldemort, c'était de s'identifier à Harry et que ça a été quelque chose de trop humain et trop fort et émotionnellement pour lui et que c'est ça qui le détruit. J'ai genre, oh, waouh. Alors, un autre moment où elle emploie enfin, c'est toujours la question du mot bien choisi, c'est plus tard quand elle parle de l'influence que Harry gagne peu à peu sur Voldemort à mesure qu'il détruit les Horcruxes. Elle explique que Harry ne fonctionne pas donc comme ses autres Horcruxes parce qu'il n'est pas intentionnel, donc il n'essaie pas de se réunir avec Voldemort, mais au contraire, il va à l'encontre de Voldemort, il s'oppose à Voldemort, justement parce ce n'est pas un Horcrux intentionnel, mais que c'est un Horcrux qui est inconscient. Donc la porosité de Voldemort aux émotions de Harry relève de ce caractère littéralement inconscient. J'ai relevé une citation. Il n'a pas choisi volontairement de vivre. Enfin, Voldemort n'a pas choisi volontairement de vivre dans le déni de cette part de lui-même. Ouais. Il y a quelque chose, c'est incroyable. Il y a dans cette présentation du lien entre Voldemort et Harry quelque chose qui se rapprocherait d'une représentation montrant Harry comme rattachant Voldemort à une humanité refusée et combattue depuis longtemps. C'est aussi pour ça que Voldemort se coupe de Harry au moment où Harry ressent le deuil de Sirius. C'est le moment où Voldemort cesse de vouloir prendre le contrôle, posséder Harry. Ouais, je trouve que c'est une symbolique extrêmement forte et Ouais. tout ça Ouais. nous invite à appréhender différemment les notions de souffrance et d'émotion associées à Voldemort et à comprendre de manière différente la nature des Horcruxes. Ouais, non mais t'as parfaitement résumé pareil, ce qui m'a le plus marqué en fait, le, Désolée. c'était, non mais c'est parfait, je trouvais que c'était une présentation qui en fait, moi m'a fait un peu changer même si c'est des choses qu'on pouvait sentir en fait dans la lecture et dans les relectures et relectures par rapport au personnage de Voldemort, mais franchement je trouve que c'est une présentation qui à ma prochaine relecture va me faire penser différemment en fait Voldemort, et je trouve que c'est vraiment la force de ce qu'elle fait là dans cette présentation, c'est de tout en réanalysant le personnage de Voldemort et en lui donnant une dimension hyper sensible et tragique en fait. Et en même temps, ça redonne aussi au personnage de Harry une dimension de héros bien différente de ce que tu vois. C'est pas la quête de la destruction du méchant parce qu'il faut détruire le méchant. Il y a un truc vachement plus profond et humain et sensible dans cette destruction des Horcruxes et ce qu'il représente lui en tant qu'Horcrux inconscient. C'est assez fort. Elle le présentait tout ça avec cette symbolique et alchimique de l'or, pour en fait un peu en traçant comme des indices à chaque fois qu'il y a de l'or qui apparaît
qui symbolise le lien entre Harry et Voldemort. Donc évidemment, on pense à quand il y a les deux baguettes sœurs, entre guillemets, qui s'affrontent, c'est un filet doré, magique doré, qui relie en fait les deux baguettes. Et du coup, dans la symbolique alchimique, voilà, elle montre que l'or, c'est l'objectif final de l'alchimie, mais c'est ce qui transforme, en fait, c'est vraiment l'objectif de transformation, et que du coup, Rowling, elle utilise cette symbolique pour montrer un peu le pouvoir de la connexion entre les gens, et ce pouvoir un peu transformatif qu'a cette connexion entre les gens, et là, en l'occurrence entre Harry et Voldemort. Et j'ai bien aimé dans la discussion à la fin, elle faisait un parallèle, donc l'or, ça représente à chaque fois la connexion entre les gens, et l'argent, c'est plutôt connecté à l'âme des individus. C'est au moment où c'est l'âme des individus qui s'exprime, donc elle parle du patronus ou du souvenir dans la pensine. Et voilà, toutes ces symboliques autour de l'argent et de l'or, comment c'est utilisé dans le texte, et comment ça peut être des indices qu'on peut suivre pour arriver au type d'analyse qu'elle nous offre. Ouais, c'était assez... J'adore. C'était trop bien. Ça fait partie des personnes où on voit le nom et ah là là, il faut qu'on suive la conférence parce que on sait que ça va être génial. Ouais, mais ouais, franchement, Laurie Kim, c'est quelqu'un de vraiment hyper intéressant. On a la chance de l'avoir dans notre groupe qui suit notre podcast Speak Beastie, donc on échange régulièrement avec elle. Et à chaque fois, quand elle nous sort des analyses, je me souviens de l'année dernière, son analyse sur Nagini, c'était oui, waouh. qu'elle avait fait la Harry Potter Conférence 2020, du coup, ouais, c'était très chouette. C'était chouette. Elle a écrit sur Rogue beaucoup. Oui. Elle fait des très très belles analyses sur Rogue. Et du coup, ouais, elle fait des analyses de personnages assez fortes. Petit morceau pas du tout léger. quoique. Dont on voulait parler, c'était une des seules conférences que Alix et moi on a suivies en direct. Dans un contexte de fin de journée, d'imaginal, on avait déjà le cerveau bien ramolli, et là on s'est offert comme petite conférence légère à 23h le soir, physique quantique et l'espace-temps forcé, par Catherine McDaniel, qui, comme on le disait, n'est pas physicienne quantique, mais est historienne, et ça, je pense, a aidé la présentation à être plus digeste. Et pareil, c'est une présentation, historienne des sciences. Historienne des sciences, ouais. Et on pouvait se douter, c'est une présentation qui nous retourne un peu le cerveau, puisque c'est pour établir des parallèles entre la magie et la physique quantique. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre avant de voir la conférence. Et en fait, j'ai trouvé ça assez passionnant, parce que la physique quantique, c'est passionnant. Et en fait, de l'aborder en parallèle avec la magie, je trouve qu'à la fois, ça permet de mieux comprendre la physique quantique. Je dis mieux, c'est relatif. Et en même temps, de voir un peu différemment la manière dont fonctionne la magie, en fait, dans le monde d'Harry Potter. Et donc, je pense que j'aimerais bien m'y repencher, en fait, sur cette présentation, parce que je suis sûre qu'il y a quelque chose de plus à faire, que ce soit un article ou un autre épisode avec, j'espère, quelqu'un un peu plus spécialiste de la physique quantique pourrait nous accompagner pour reprendre en détail ce qui a été détaillé dans cette présentation. Ceci est un appel aux auditeurs. C'est ça. Il y en a parmi vous qui s'y connaissent en physique quantique. Franchement, ça serait... on est preneuses. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça part du principe que la physique quantique dans notre monde, c'est un peu l'équivalent de la magie dans le monde moldu d'Harry Potter. C'est quelque chose de... Il y avait toute cette idée de quelque chose de caché qui est révélé à partir du moment où la physique quantique a commencé à être étudiée. Ça a complètement remis en cause certaines règles de base de notre physique classique, entre guillemets, je ne sais même pas si on peut l'appeler comme ça. Et pareil, la magie dans le monde... vis-à-vis du monde moldu, c'est quelque chose qui remet en cause des principes cartésiens et qui, du coup, sont assez équivalents. Et j'ai vraiment bien aimé rien que ce principe de base. Et puis après, elle en profite pour nous détailler plusieurs règles de la physique quantique, mais plusieurs concepts de la physique quantique qui, en fait, nous permettraient de considérer... des phénomènes magiques dans le monde d'Harry Potter comme répondant à des principes quantiques, en fait. Et c'était assez marrant, en fait, à suivre. Et
Et même si on n'a pas tout compris, c'était... Enfin, et je retiens quand même plusieurs choses. Moi, je pense que le, le truc que je retiens le plus, parce que je sais pas, c'est peut-être le truc que j'ai le plus compris, ou en tout cas que j'ai l'impression d'avoir compris, c'est l'effet de l'observateur. Donc c'est ce qui est en jeu quand on parle du chat de Schrödinger, donc un chat qui est dans une boîte et on ne sait pas s'il est vivant ou mort, mais en fait, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, il est à la fois mort et vivant, puisque c'est en fait le point de vue c'est notre point de vue sur ce chat qui va créer la réalité de est-ce qu'il est vivant ou mort. Et c'est résumé de manière assez brutasse là, mais en gros c'est ça. Et j'aime bien l'idée qu'en fait le regard, cette idée quantique que le regard est jamais neutre et que ça a un effet sur la réalité. Et c'est un côté vraiment magique en fait, ce truc-là, que c'est notre regard qui crée la réalité, et c'est ce qu'on retrouve dans le retourneur de temps et dans le rapport au temps dans Harry Potter, puisque en tout cas dans les livres, pas dans Cursed Child, mais de cette idée que on peut intervenir sur le passé et du coup sur le futur à partir du moment où on intervient sur des choses que personne ne voit, puisque à partir du moment où personne les voit, elles peuvent ou avoir ou ne pas avoir existé en gros. Et que du coup l'intervention de Harry qui crée le Patronus, cette espèce de boucle de il a cru que c'était son père, mais en fait c'était lui, mais comme au moment où il l'a vu, il pouvait pas voir que c'était lui-même, mais il a pu intervenir dans cette réalité en créant le Patronus, et du coup en créant cette réalité parce que il n'y avait pas de paradoxe. Il a créé la réalité parce que... Enfin, voilà, ça vous donne le fait que je m'embrouille, ça vous donne un peu une illustration du fait que c'est des choses qui en fait, quand on nous les explique, nous paraissent, nous retournons un peu le cerveau, mais nous paraissent à la fois hyper... ça rend plus clair des choses qui n'étaient pas claires, quoi. Et c'est ça que j'ai bien apprécié dans cette présentation. Enfin, ouais, un truc qui revenait, c'était que la magie ne répond pas aux lois de Newton, notamment. Oui, c'est newtonienne, voilà, c'est la physique newtonienne, je sais. C'est ça. Et notamment, enfin voilà, que ce soit le déplacement des sorciers, le fait de pouvoir transplaner le porte au loin, etc. Le fait de pouvoir traverser un mur en briques. Et qu'il y avait toute cette notion des sorciers qui sont liés dans le temps et l'espace d'une manière qui est inconcevable aujourd'hui. Donc quand je dis aujourd'hui, en fait, c'est dans notre monde moldu, même avec les connaissances qu'on a encore aujourd'hui, avec la protection de Lily qui vit dans le corps et dans le sang de Harry encore des années après son décès, avec les maraudeurs qui sont encore liés par la carte des années après leur décès, dans le sens où c'est pas juste quelque chose qu'ils ont créé et ils sont morts et leur héritage est encore là, comme je dirais n'importe quelle œuvre d'art, mais aussi qu'il y a une forme de conscience qui est là parce qu'on sait que ils interagissent avec la carte encore, avec ces petites phrases, ces petites piques qu'ils lancent à Rogue, on sait qu'ils ont guidé les jumeaux Weasley aussi, qui essayaient de deviner comment fonctionnait la carte. Alors oui, on peut toujours se dire qu'il y a, de la même manière qu'on peut programmer un ordinateur pour dire des phrases aléatoires, qu'ils ont reprogrammé ça et donc que ça a rien de magique, mais qu'il y a aussi ce côté-là de la magie qui ne répond pas aux règles, aux différentes lois de Newton, notamment par rapport à son rapport au temps et à l'espace. Ouais. Et que c'est ça mais que ça peut répondre à des règles quantiques, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça qui est ouf. Et ce qui est... J'ai bien aimé le fait, la mention du fait de se déplacer à travers les objets et les murs qui pouvaient s'expliquer, qui était impossible sauf au niveau, les neutrinos, au niveau moléculaire. Voilà, les neutrinos, ils peuvent, mais... Ouais, non, mais c'est assez... des règles qui s'appliquent, sauf dans ce cas précis proposé par la physique quantique ou par le monde magique. Je trouvais que elle avait introduit sa conférence de manière assez poétique, je trouve. Oui. Avec, elle reprenait en fait la scène on voit Dumbledore arriver à Private Drive avec son déluminateur, qui est dans les livres et dans les films, mais qui est peut-être finalement encore plus marquante dans le film parce que c'est vraiment comme ça qu'on
on rentre dans l'histoire, là où dans le livre on a tout ce chapitre introductif avec les Dursley, où en fait, voilà, Dumbledore arrive et éteint les lumières, et fait, enfin, voilà, on voit il y aurait vraiment ce déplacement de la lumière qui vient s'enfermer dans cet objet, et qui reflète, en fait, qui montre que il y a un peu ce pacte qui est passé d'un côté avec le lecteur ou le spectateur, de là on t'emmène dans un univers qui est là, qui est devant toi, mais qui est caché, où tu dois L'ombre. éteindre la lumière pour le voir, mais que le processus nécessaire pour éteindre la lumière n'est pas concevable avec notre physique moldue, et donc qu'en fait qu'il y a un accord tacite où tu acceptes un fonctionnement qui est complètement différent de tous les systèmes établis et connus, à la fois du lecteur, du spectateur. Et donc voilà, tu sais que tu es dans un monde, voilà, différent, mystérieux, caché, et où enfin voilà, la lumière et l'extinction de la lumière symbolise ce passage d'un monde à l'autre, pour rentrer dans l'histoire. C'est marrant parce que du coup, il y a pas longtemps, donc ça c'est un des derniers épisodes de Salut les sorciers qui est sorti, donc auto-promo, où on parlait justement de nos souvenirs d'il y a 20 ans, et du coup je parlais justement du fait que moi j'ai découvert le monde magique au cinéma par cette première scène, et à quel point c'est un souvenir marquant, indélébile, et tout, etc. Et là du coup avec cette présentation, de voir que c'est pas pour rien que ça a été aussi marquant pour moi, que dès cette première image de Dumbledore qui éteint les lumières, j'étais genre, ok. Enfin, et du coup, d'avoir maintenant, 20 ans plus tard, cette lecture poétique et quantique à la fois de qu'est-ce que ça veut dire, ce moment-là, ouais, c'est assez... c'est encore une fois une petite explosion de mon cerveau, et explosion positive. Et ça rejoint aussi un peu, enfin, ce qui est un sujet qui reste un peu toujours mystérieux dans Harry Potter, c'est la question du département des mystères, où on sait que, enfin voilà, ils étudient l'amour, ils étudient la mort, ils étudient, et aussi le temps, parce qu'il y a cette salle du temps qui est là, et donc ça reste aussi pour les sorciers quelque chose d'inconnu et de mystérieux, Ouais. qui dépasse encore les connaissances, du monde magique, et que c'est pas quelque chose qui est logique et inné, même quand on maîtrise la magie. Et donc ça remet un peu aussi en perspective le côté, oui mais bon, avec la magie on peut tout faire, et tout est accessible, là où c'est pas le cas, en fait. Ouais. Le département des mystères, il pose aussi question dans ce qui est de l'ordre de l'explication. Parce qu'on peut tout faire, même ce qu'on peut faire, en fait, même ce que les sorciers peuvent faire, ils ne savent pas forcément comment ils le font. Oui. Il y a quelques règles qu'ils apprennent, mais on ne peut pas créer de la nourriture à partir de rien. Mais c'est... Par exemple, le fonctionnement des baguettes, c'est revenu dans Oui. plusieurs présentations. Ils savent absolument pas comment ça fonctionne. Et c'est acté que... Enfin, le fait que ce soit incompréhensible est acté. Et le nom même des gens qui travaillent dans le département des mystères, les langues de plomb... moi, je me suis posé la question après, est-ce que ils vont communiquer, s'ils découvrent quelque chose, est-ce qu'ils vont le communiquer au grand public? Comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que fonctionne la diffusion de la connaissance une fois la recherche finie? C'est intéressant, ça sera un sujet à part entière, ça, qui serait vraiment Mm. intéressant, parce qu'il y a cette côté de... On retombe un peu sur les questions d'éthique de la recherche, et qu'est-ce que... Ouais. Parce que justement, il y a des trucs... Est-ce que si dans le département des mystères, on sent qu'il touche à des choses qui, justement, on disait langue de plomb, unspeakable en anglais, des choses tellement sensibles et potentiellement hyper dangereuses, que ça peut pas sortir du département des mystères, et en même temps il y a ce désir d'essayer de comprendre, en fait, et il y a un peu ce côté-là avec je sais pas, la physique quantique, de se dire à quel moment la recherche sur la physique quantique va produire un
un effet qui pourrait complètement bousculer, je sais pas, un fonctionnement essentiel de notre société ou de notre vie de tous les jours, parce ça aurait complètement on réussit à changer d'échelle entre la physique quantique et la physique newtonienne. Enfin, ça pose un peu ces questions-là. C'est à partir de quand est-ce qu'on met cette limite de la recherche, si elle va complètement bouleverser le quotidien, quoi, si elle devient trop dangereuse. Puis où est la zone de perméabilité entre la théorie et la pratique? Ouais. Et ce qui est intéressant aussi avec le département des mystères, je trouve, c'est, voilà, et notamment avec les lampes de plomb, c'est que d'une certaine manière, c'est un code du secret dans le code du secret. Voilà, où les sorciers vivent déjà tellement cachés, comme on le disait, où c'est vraiment la règle absolue qui prime sur tout. Et en fait, au sein même du gouvernement, parce que c'est, enfin, dans le ministère de la magie, il y a cette étude de la magie qui est soumise à un secret de défense total, au point, enfin voilà, d'avoir voilà tout ce processus pour leurs employés, enfin qui est voilà encore plus sensible presque que le reste, quoi. Et c'est une espèce de mise en abîme de la perception de la magie par les sorciers, qui est assez intéressante, je trouve. En tout cas, on est d'accord que le département des mystères est quand même le département le plus intéressant du ministère. Aussi parce que c'est un département qui échappe à cette espèce de bureaucratie un peu forcément corrompue et forcément enfin voilà qu'on a mentionné avant. Le département des mystères, on a l'impression qu'il est apolitique, il est complètement déconnecté de tout le reste. On dirait plus une université en fait. Enfin, bon, même s'il y a moins le côté... Enfin, il n'y a pas vraiment le côté enseignement, mais pour le côté recherche, j'ai l'impression que le processus ressemble plus à un processus universitaire de recherche qu'à un processus politique au final. Enfin, même s'il y a de la recherche qui se fait pour le gouvernement, etc. Enfin, vraiment à des objectifs particuliers, mais c'est là la façon dont c'est présenté, c'est encore autre chose, quoi. Mais c'est vrai que dans le monde moldu, enfin dans notre monde en tout cas, la recherche fondamentale, certes dans son idéal elle est déconnectée de tout le reste, mais dans la réalité elle l'est jamais complètement. Et c'est parce qu'il faut des financements, parce qu'il faut et c'est là où on voit la frontière un peu pas si claire que ça dans notre monde, et puis qui, j'imagine, même si on ne l'explore jamais, n'est pas forcément aussi claire que ça non plus dans le monde magique, à partir de quand la recherche fondamentale devient une recherche qui intéresse un pouvoir quel qu'il soit. Là on le voit quand même dans l'Ordre du Phénix, à partir du moment où Voldemort est persuadé qu'il y a une arme que voilà, il y a cette fameuse prophétie. La connaissance devient et les une arme. prophéties, c'est le département des mystères qui s'en occupe, parce que ça dépasse, pareil, leur conception de comment fonctionne le temps, comment fonctionne tout ça. Et du coup, la frontière qui est brisée par l'Ordre du Phénix, c'est voilà, à partir du moment où on veut s'approprier quelque chose qui est censé... qui est de l'ordre de la recherche fondamentale, mais qui est trop dangereuse parce qu'on ne la comprend pas totalement et qu'elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que de connaissances, quoi. Mais c'est des thématiques d'éthique de la recherche qui sont hyper débattues et qui sont hyper intéressantes, quoi. C'est clair. C'est ce qu'il disait aussi dans la présentation, c'est que c'est un espace à l'intérieur du monde magique, qui est un espace qui ne répond pas aux mêmes règles que le monde moldu. Il y a ce monde encore plus particulier qui répond encore à d'autres règles, qui est un espace, du coup, ces 5 espaces des 5 salles qui fonctionnent encore d'une manière qui leur est propre. Ouais, c'est intéressant. Faudrait encore une idée d'autres épisodes spécifiquement sur le département des mystères et le parallèle avec la recherche fondamentale, comment fonctionne la recherche fondamentale dans notre système universitaire, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Des personnes qui bossent sur des trucs vraiment tellement
bon, on parlait de physique quantique, mais il y a d'autres choses, hein, que ce soit, je sais pas, en astronomie ou en biologie, mais sur des trucs tellement, tellement fondamentaux, justement, que ça nous échappe, ça nous échappe, enfin, ça nous semble complètement mystérieux, justement. Mais, Ouais. bon, on a déjà fait une bonne heure et demie, je ne sais pas ce que ça va donner au montage, Ouais. mais on peut peut-être juste passer très très rapidement sur d'autres sujets qu'on ne va pas pousser, mais qu'on voulait peut-être mentionner. Je ne sais pas si vous aviez des choses que vous vouliez juste mentionner en passant. Ouais, moi j'aurais bien aimé parler d'une conférence dont ils ont parlé en fait dans Potterversity, donc qui est le podcast de MuggleNet et qui a fait un compte rendu aussi de cette conférence. Et donc qui s'appelait Muggle Magic, what the Mirror of Erised and the Two-Way Mirrors teach us about social media. Donc ce que nous apprend le miroir du Erised et le miroir à double sens sur les réseaux sociaux. Et que j'ai trouvé extrêmement intéressante dans l'idée où la thèse de cette conférence c'était vraiment qu'on appréhende une information notamment sur les réseaux sociaux de la manière que les sorciers vont appréhender le miroir du reset d'une certaine manière dans le sens où on ne voit plus forcément ce que dit l'information mais qu'on y projette ce qu'on a envie d'y voir et qu'on l'interprète avec un filtre anticipatif sans avoir forcément le contexte, sans forcément avoir tous les éléments, sans forcément chercher à creuser cette information, parce qu'il y a toujours cette idée de s'arrêter au titre d'une information. Et donc qu'en fait, les réseaux sociaux deviennent très facilement un fantasme, une projection, un aboutissement d'une envie, plus que une façon de s'informer. Et j'ai beaucoup aimé notamment le parallèle qui était fait avec la phrase de Dumbledore It doesn't do well to dwell on dreams and forget to live, dont j'ai oublié la traduction française. Il n'est pas bon de se perdre dans ses rêves et d'oublier de vivre. C'est ça. Comme ça. Où en fait cette idée que dans les réseaux sociaux et notamment en tant que pas forcément du côté du consommateur des réseaux sociaux mais du côté de créateur de contenu des réseaux sociaux où on va passer beaucoup de temps à prendre la photo parfaite par exemple pour Instagram ou réfléchir à la formulation parfaite pour Twitter ou quoi que ce soit plutôt que dans le but de partager ce moment idéalisé et donc de projeter cette image rêvée plutôt que de profiter du moment en lui-même et de le vivre. Et donc voilà, il y avait tout ce parallèle sur cette image du miroir que je trouve extrêmement intéressante et pertinente par rapport à l'actualité de ces derniers mois et dernières années, etc. Et je trouvais qu'elle était intéressante de mentionner parce que en plus c'est assez accessible comme comparaison. Après chacun peut y réfléchir, mais voilà, je sais pas si ça vous a inspiré particulièrement, mais moi ça m'a vraiment touché de l'entendre comme ça en fait. Non, c'est clair, je trouve que l'image du miroir du Reset elle est assez forte parce que en plus dans la manière dont on découvre cet objet et le rôle que ça a pour Harry et puis le rapport que Harry spécifiquement a avec ce miroir qui est un rapport assez sain en fait puisque mine de rien le miroir lui permet de récupérer la pierre à la fin et du coup je trouve qu'il y a quelque chose peut-être à creuser aussi sur la manière dont le rapport du coup de Dumbledore avec ce miroir puisqu'en plus maintenant on en a un peu plus avec un peu plus avec en tout cas la scène dans Les Crimes de Grindelwald où on sent qu'il est piégé aussi par ce miroir Dumbledore et finalement la conclusion c'est qu'il fait la paix avec j'espère moi que cette image du miroir va revenir aussi dans les prochains films des Animaux Fantastiques pour voir un peu comment Dumbledore concrètement arrive à
à cette conclusion de ne pas se perdre dans ses rêves et pour oublier de vivre. Et puisqu'il a fini par transformer le miroir pour en faire un outil de protection et un outil de révélateur de la pureté d'une intention. Et ça, si on pousse la comparaison avec les réseaux sociaux, ça serait intéressant de voir jusqu'où ça peut aller, cette comparaison dans la manière dont Dumbledore transforme cet outil, en fait. Et donc, la manière dont on pourrait peut-être transformer les réseaux sociaux aussi pour sortir du piège, en fait, du miroir du Lisette, quoi. Tout donc, à fait. Il y a une belle métaphore à filer, je pense. Bon, bah, du coup, la conclusion, c'est que on aimerait bien s'organiser un voyage à Chestnut Hill l'an prochain pour aller voir toutes ces personnes passionnantes en vrai et pour leur dire en vrai à quel point on les trouve passionnantes. Pour faire des interviews en parallèle des conférences avec les intervenants a posteriori. Voilà. Vous pouvez soutenir l'émission sur Tipeee. C'est ça, pour financer notre voyage à Chestnut Hill. Non, mais vous pourriez même faire l'épisode d'Aspic directement sur place en demandant aux intervenants. Bah oui, non, mais ça serait le rêve. Oh, ce serait génial. Ce serait un podcast, il faudrait le doubler en direct en français, ce qui n'est pas évident. Parce que voilà, c'est ça nous aussi, notre objectif avec Aspic dans des épisodes comme celui-là, c'est de vous donner accessible ce contenu qui est anglophone du coup, et de vous donner envie d'aller plus loin et nous donner nous aussi envie d'aller plus loin avec des intervenants francophones qui sont tout aussi intéressants que le panel rassemblé à Chestnut Hill. Mais voilà, c'est vraiment d'autres pierres pour rendre accessible ce contenu hyper captivant, n'est-ce pas, au plus de personnes possible. Et ouais, ça. Et j'ai bien aimé une autre conclusion c'était même le titre de l'épisode que Potterversity a consacré à la Harry Potter conférence, c'est you can't over-nerd here. Vous pouvez pas over-nerder, je ne sais pas comment le transcrire. On peut pas être trop nerd. Voilà, on peut pas être trop nerd à la Harry Potter conférence, et voilà, on peut pas être trop nerd dans Aspic, et voilà, c'est aussi notre communauté là qui se retrouve à la Harry Potter conférence, et des gens comme nous, et ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de gens comme nous. Si je peux juste rajouter un truc, je trouve ça d'autant plus intéressant que ça montre bien, enfin je veux dire, Aspic comme la Harry Potter Conference, que par la porte d'entrée d'Harry Potter, on a accès à des personnes très différentes, des disciplines très différentes, et que c'est aussi une porte d'entrée pour s'initier, enfin la physique quantique par exemple, des sujets dont on n'avait jamais entendu, enfin auxquels on s'était jamais intéressé particulièrement, et je trouve ça génial. Bah ouais. Donc voilà, je trouve que c'était la manière parfaite pour commencer l'année, et puis pour nous motiver, même si on n'a pas besoin de ça pour être toujours motivé à faire Aspic, mais pour nous rappeler à quel point on a du boulot, on a du pain sur la planche et que c'est un sujet inépuisable. Ça fait 10 ans qu'ils font la Harry Potter conférence. Tous les ans, ils ont des sujets passionnants. Et nous, on espère suivre un peu cette trace. Tout à fait. Mais voilà, du coup, si aussi ça vous a donné envie de partager, vous, vos propres recherches, études liées à Harry Potter, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit pour faire un épisode ou autre chose, on peut en discuter. Mais voilà, on a déjà accueilli plusieurs auditeurs qui ont partagé leurs connaissances dans l'émission, et on est toujours ravis de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez à l'adresse donc de la Gazette, donc rédaction@gazette-du-sorcier.com, et vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook de l'émission, l'Académie des Sorciers, ou via le compte Twitter aspic_GDS. Voilà, on est disponible pour discuter, pour débattre. Aussi sur le Discord externe de la Gazette, on a un channel dédié à Aspic où vous pouvez partager vos retours sur l'émission. On est toujours là avec Marjolaine, on répond aux questions, on est toujours ravis d'avoir... des retours, on peut continuer le débat en commentaire.
Donc Ouais. voilà, c'est aussi un bon support pour avoir ces échanges-là. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est le Discord, le kiosque des sorciers. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain sujet et de nouveaux invités. Et chers auditeurs, n'oublie pas, Passe tes bulles d'abord.